Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Minute Cyber, votre dose quotidienne pour décrypter les mystères et les menaces du monde numérique. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un phénomène qui donne des sueurs froides aux professionnels de la sécurité, les attaques par la chaîne d'approvisionnement. Pour nous éclairer sur ce sujet complexe, j'ai le grand plaisir d'accueillir Sophie Dubois, une experte reconnue en cybersécurité. Salut Sophie et merci d'être avec nous. Salut Jérémy, le plaisir est partagé. C'est un sujet absolument crucial et je suis ravie de pouvoir en discuter avec les auditeurs de la Minute Cyber. Excellent. Alors Sophie, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer avec des mots simples ce qu'est une attaque par la chaîne d'approvisionnement? Parce que le terme en lui-même peut paraître un peu abstrait pour nos auditeurs. Bien sûr, en fait, c'est assez ingénieux et terrifiant à la fois pour les victimes. Imaginez que votre entreprise est un château fort avec des murs épais et des systèmes de sécurité ultra modernes. Les cybercriminels essaient d'entrer directement, mais c'est trop difficile. Alors, ils ne s'attaquent pas à vous directement. Au lieu de ça, ils vont cibler le fournisseur qui livre le pain frais tous les matins, ou l'entreprise qui s'occupe de la maintenance des systèmes de ventilation, ou même le développeur d'un petit logiciel que vous utilisez tous les jours. C'est ce fournisseur, ce tiers de confiance, qui devient la porte d'entrée. En le compromettant, les attaquants peuvent ensuite, et de manière insidieuse, s'infiltrer dans votre château. Le but est de compromettre un maillon faible, une entité moins bien protégée ou moins consciente du risque, pour finalement atteindre la cible finale, qui est généralement beaucoup plus sécurisée. Ah, j'aime bien l'analogie du château fort et du livreur de pain, c'est très parlant. Donc, si je comprends bien, ce n'est pas nous qui sommes directement visés au départ, mais une entité à laquelle on fait confiance. C'est insidieux, et ça multiplie les points d'entrée potentiels, non? Exactement, c'est ça toute la complexité. On ne peut plus seulement se concentrer sur sa propre sécurité interne, il faut aussi avoir une vision claire de la sécurité de tous les partenaires avec lesquels on interagit. Et les vecteurs des attaques sont de plus en plus diversifiés. On pense souvent, et c'est un cas fréquent, au logiciel. Une mise à jour logicielle légitime peut être truquée et contenir un code malveillant avant même d'arriver chez vous. Vous installez la mise à jour en toute confiance et bam, vous êtes compromis. C'est vraiment sournois. On fait des mises à jour pour la sécurité et elles peuvent devenir des portes d'entrée. Et qu'en est-il des composants open source qui sont partout dans le développement moderne? Ah, l'open source, c'est une manne pour l'innovation, c'est merveilleux, mais c'est aussi un point de vulnérabilité potentielle énorme. De nombreux logiciels sont construits à partir de briques logicielles de librairies open source. Si l'une de ces briques contient une faille de sécurité, ou pire, si elle est volontairement infectée, cette vulnérabilité se propage à tous les logiciels qui l'utilisent. Et comme ces composants sont souvent mis à jour par des communautés, la traçabilité et la vérification peuvent être plus complexes. C'est un peu la réaction en chaîne alors. Un petit grain de sable et c'est toute la machine qui peut gripper. Et avec la migration massive vers le cloud, est-ce que ça crée de nouvelles opportunités pour ces cybercriminels? Absolument. Le cloud est une aubaine en termes de flexibilité et d'efficacité, mais il centralise aussi énormément de données et de services. Si un grand fournisseur de services cloud est compromis, ce le soit par une mauvaise configuration ou une vulnérabilité exploitée, cela peut potentiellement impacter des milliers, voire des millions de clients qui utilisent ces services. C'est un risque systémique qu'il faut absolument prendre en compte. La surface d'attaque est décuplée. C'est vrai, l'échelle peut être vertigineuse. On a malheureusement eu des exemples concrets et retentissants de ce type d'attaque, n'est-ce pas? L'affaire SolarWinds, par exemple, a fait beaucoup de bruit. Oh oui, SolarWinds est probablement l'exemple le plus emblématique et le plus médiatisé de ces dernières années. Pour faire simple, des attaquants ont réussi à insérer un code malveillant, une porte dérobée, dans une mise à jour logicielle légitime de SolarWinds Orion. C'est un outil très utilisé par les entreprises pour gérer leur réseau. Des milliers d'organisations dans le monde entier, y compris des agences gouvernementales américaines, des entreprises du Fortune 500, ont téléchargé et installé cette mise à jour corrompue. Les attaquants ont ainsi eu un accès privilégié à leur système pendant des mois sans être détectés. C'était une véritable catastrophe en termes d'espionnage et de vol de données. Incroyable. Et l'affaire Log4j, qui a secoué le monde entier il y a pas si longtemps, c'est aussi un cas d'école de l'attaque par la chaîne d'approvisionnement, mais avec un composant open source cette fois, n'est-ce pas? Tout à fait. Log4j est une librairie open source, c'est-à-dire un morceau de code très couramment utilisé par les développeurs pour gérer les journaux d'activité des logiciels. Elle est présente dans des millions d'applications et de services à travers le monde, des serveurs aux jeux vidéo, en passant par les plateformes cloud. Quand une vulnérabilité critique a été découverte dans Log4j, c'est devenu un cauchemar pour la cybersécurité. Une petite faille dans une brique fondamentale a potentiellement rendu vulnérables des systèmes absolument partout. C'est un excellent exemple de la fragilité induite par la dépendance à des
composants tiers, souvent invisibles pour l'utilisateur final. C'est effrayant de penser qu'un petit composant qu'on ne soupçonnerait même pas peut créer une brèche aussi immense. Alors Sophie, face à ce tableau un peu sombre, comment les entreprises peuvent se protéger concrètement? Quelles sont les bonnes pratiques à adopter pour ne pas devenir la prochaine victime de ces attaques insidieuses? C'est la question à 1 million. La première chose, et c'est fondamental, c'est la gestion des risques fournisseurs. Il ne suffit plus de se dire « ce fournisseur est connu, il est forcément fiable ». Il faut auditer, évaluer et avoir des contrats clairs sur les exigences de sécurité avec tous vos partenaires, même les plus petits. Demander des certifications, des preuves de leurs propres mesures de sécurité. C'est un processus continu. Donc on ne fait plus confiance aveuglément, on vérifie. C'est une saine méfiance en quelque sorte. Exactement. Ensuite, un outil de plus en plus essentiel, c'est le SBOM, ou Software Bill of Materials. C'est un peu la liste de tous les ingrédients, de toutes les dépendances logicielles qui composent un produit ou un système. Si vous achetez un logiciel, demandez son SBOM. Savoir précisément quelles briques open source ou propriétaires ils contiennent permet de détecter rapidement si l'une d'entre elles est connue pour une vulnérabilité. C'est une transparence vitale. C'est un peu la liste des ingrédients sur un paquet de biscuits, non? Ça a du sens. Et au niveau de l'architecture réseau? Tout à fait. La segmentation réseau est cruciale. L'idée est de diviser votre réseau en différentes zones isolées. Si une partie est compromise via un fournisseur, l'attaquant ne pourra pas se déplacer facilement vers d'autres zones plus sensibles de votre infrastructure. C'est une sorte de confinement pour limiter les dégâts. Moins l'attaquant peut se promener, mieux c'est. Cloisonner pour mieux protéger, en somme. Et y a-t-il une dernière astuce, peut-être plus basique, mais tout aussi importante? Oui, et c'est étonnamment simple, mais souvent négligé. La vérification des signatures logicielles. Lorsque vous téléchargez un logiciel ou une mise à jour, assurez-vous qu'il est bien signé numériquement par l'éditeur officiel. C'est une preuve d'authenticité et d'intégrité. Si la signature est absente ou invalide, c'est un énorme drapeau rouge. Le fichier a probablement été altéré. C'est une barrière de première ligne contre les logiciels contrefaits ou modifiés. Sophie, c'était absolument passionnant et surtout incroyablement instructif. On retiendra donc qu'il faut être vigilant, connaître ses fournisseurs, savoir ce que l'on installe, cloisonner son réseau et vérifier l'authenticité de ses logiciels. Un programme chargé mais vital pour la cybersécurité moderne. Un grand merci pour toutes ces explications claires et pertinentes. Avec grand plaisir, Jérémy. La cybersécurité, c'est une affaire de tous et la sensibilisation est notre meilleure arme. On ne pourrait pas dire mieux. Voilà, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode de La Minute Cyber. On espère que vous avez apprécié cette plongée dans le monde complexe des attaques par la chaîne d'approvisionnement et que vous êtes à présent mieux armés pour y faire face. N'hésitez pas à partager cet épisode avec vos collègues et amis, à laisser vos commentaires et à nous retrouver dès demain pour un nouveau décryptage des enjeux numériques. D'ici là, restez connectés, restez curieux et surtout, restez cybersécurisés. Ciao!